Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. Dernière vidéo de l'année, on est le 31 décembre 2021. Demain, on sera en 2022, c'est juste incroyable. Je voulais commencer cette vidéo, alors cette vidéo, elle va porter sur le Bitcoin, sur un peu les cryptos, mon avis actuel. Je vais pas trop rentrer dans les détails, c'est la dernière vidéo, je vais pas faire un truc, voilà, marathon, mais juste aller droit au but. Mais rapidement, je voulais vous remercier du fond du cœur. Cette année, on a eu environ 10 millions de vues. Voilà, 10 millions de vues, 138 000 millions d'impressions. Et voilà. Alors, bien sûr, on est en déclin par rapport à l'année dernière. L'année dernière, on avait 28 millions de vues. Et pourquoi je l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises. Cette année, en fait, j'étais vraiment focus sur la TKL. Je me suis concentré sur la restructuration, la mise en place des processus, l'équipe, etc., etc., la qualité de la formation, le fait que de la création d'un nouveau groupe pour nos étudiants. Donc, ça m'a, comment dirais-je, pris du temps sur YouTube, que j'adore. D'ailleurs, j'adore cette chaîne YouTube. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, voilà, les résultats n'étaient pas aussi bons que ceux de 2020. Et bien évidemment, 2020, c'était une année exceptionnelle. Néanmoins, je pense que je n'ai pas été aussi productif en 2021 et j'espère que 2022 sera juste incroyable et qu'on va exploser 2020 et 2021. C'est mon objectif en tous les cas, d'apporter énormément de valeur à cette chaîne YouTube. Depuis la création de cette chaîne, on a 56 millions de vues, ce qui est énorme. Je pense que ça en fait l'une des plus grosses chaînes, si ce n'est la plus grosse chaîne économique, financière dans le monde francophone. Je pense pas à ma connaissance, indépendante bien évidemment. Je suis pas un média, je suis pas voilà. On n'a pas une équipe de journalistes. D'ailleurs, pour info, c'est moi qui rédige tous les textes, qui tourne les vidéos, qui trouve les idées, etc. Malheureusement, voilà, cette année, j'ai essayé de trouver des gens pour m'accompagner. Ça n'a pas été évident, donc je me suis dit, ok, on s'en fiche et j'ai tracé, comme j'aime à le dire, il faut agir à un certain moment. Il faut arrêter de se prendre la tête. Au lieu de rechercher la perle rare, je me suis dit, il vaut mieux agir. Mais je suis très très content parce que ça a été une année très difficile. J'ai eu le Covid, donc ça m'a freiné. Ensuite, le Covid, je pense que ça m'a affecté, puisque je suis tombé malade 2-3 reprises. J'avais mal à la gorge, j'ai eu une extinction. Bref, c'était, je pense, une année extrêmement difficile. Mais j'espère, à travers cet exemple, vous prouver qu'en fait, il faut se battre. Parce que psychologiquement, j'aurais pu craquer. J'aurais pu me dire, c'est bon, t'arrêtes, t'es fatigué, etc. Mais voilà, je veux vraiment vous prouver que c'est une question de mindset. Et pourtant, ça n'a pas été facile. Pour moi, les derniers mois, depuis le mois d'août, ça a été catastrophique. Ça allait bien, puis des moments c'était moins bien, ça allait bien. Et je pense que le Covid que j'ai eu en août, c'était chaud. Alors, c'est la petite parenthèse que je voulais vous dire. Encore une fois, merci infiniment pour votre fidélité, pour vos messages, pour vos encouragements. Cette chaîne YouTube, je l'ai dit, je le répète, je l'ai créée parce que pour moi, quand j'étais dans la merde financièrement, quand j'ai vécu mon divorce, quand j'ai sombré dans la déprime, je recherchais des conseils, je recherchais des gens qui allaient me donner des infos. Et ces infos, je les avais pas. Je regardais des émissions débiles ou j'écoutais des émissions débiles à la radio. Ça m'apportait pas des réponses à mes questions. Et là, à travers cette chaîne, il y a plus de 2200, 2300 vidéos depuis le début de cette chaîne. C'est juste énorme. C'est une véritable université. J'aborde tous les sujets de la vie de tous les jours, que ce soit le mindset, la motivation, la productivité, la bourse, l'immobilier, la liberté financière. Parce que pour moi, toutes ces dimensions sont importantes. Il n'y a pas une dimension qui est supérieure à une autre. Toutes ces dimensions font partie de notre vie. Petite parenthèse, encore une fois, merci infiniment. Et bien évidemment, si vous kiffez, gros pouce bleu et n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à partager cette vidéo. C'est très important. Alors, je vais rentrer dans le vif du sujet. Donc, aujourd'hui, le titre, ça aurait dû être le Bitcoin pire qu'un Ponzi. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ce n'est ni anti, ni pro. C'est juste neutre. D'accord? Moi, je dis que c'est un bon investissement, que c'est une bonne diversification, que quand tu as des gars comme Paul Tudor Jones ou Ray Dalio qui te disent que c'est bien, c'est pas les neuneux, d'accord? Maintenant,
Ray Dalio le dit lui-même, il dit que c'est génial, que c'est une véritable innovation, mais il dit attention, si ça représente une menace pour le gouvernement américain, ils peuvent l'arrêter. Ray Dalio est très nuancé. Et vous avez un gars comme Jack Dorsey, qui est le président de Twitter, qui nous explique que le Bitcoin va remplacer le dollar. C'est le 21 décembre qu'il a tenu ses propos. Est-ce que ce sera le cas? On n'en sait rien. Toujours est-il qu'il y a un gars qui s'appelle Saylor, et ce gars, c'est le big boss de MicroStrategy, et il continue d'acheter du Bitcoin. Alors, vous voyez ici, MicroStrategy a augmenté son Bitcoin, a acheté plus de 94 millions de dollars en décembre. Et là, vous avez le tweet de Michael Saylor qui dit MicroStrategy a acheté encore plus de Bitcoin, 1914 Bitcoin, c'est-à-dire 94 millions de dollars à un prix moyen de 49 000 dollars par Bitcoin, blablabli, blablabla. Alors, et bien évidemment, il précise qu'il a acquis environ 3,75 milliards de dollars de Bitcoin à un prix moyen de 30 000 dollars par Bitcoin. Ce qui est génial. Bravo, Michael Saylor. Moi, qu'est-ce qui me dérange dans cette histoire? Je vais vous le dire. Premièrement, on va aller sur le graphe. On va aller sur le graphe de MicroStrategy. Vous voyez ce graphe? Qu'est-ce qu'il nous donne comme info? Il nous donne l'info que voilà, en février, MicroStrategy valait environ 1300. Aujourd'hui, ça vaut 562. C'est-à-dire que la valeur a perdu 57, le titre a perdu 57% de sa valeur. Ce qui est quand même étonnant, puisque depuis février, on va prendre le Bitcoin, BTC USD. Regardez, là, on est au mois de février, d'accord? Donc, février, on est par là, le Bitcoin monte un peu, il baisse, mais ensuite il réalise un nouveau plus haut. Donc la question qui se pose, et c'est très très important ce que je vais vous dire, c'est pourquoi MicroStrategy n'a même pas progressé et dépassé ses précédents plus hauts, sachant que beaucoup de journaux financiers nous expliquaient que c'était une valeur Bitcoin. Si tu veux investir sur le Bitcoin sans passer par les plateformes traditionnelles, tu n'as qu'à acheter MicroStrategy. Donc ça, c'est la première grosse interrogation. Soit la valeur, elle est vraiment sous-évaluée et ça va cartonner, première possibilité, soit il y a un truc qui cloche. D'accord? Ça, c'est important. Ensuite, la deuxième valeur qui est intrigante, c'est Coinbase. Coinbase, idem, c'est une valeur Bitcoin. Et vous voyez là, depuis l'ouverture, l'IPO, elle est en baisse de 40%. C'est-à-dire les gens qui ont investi durant le jour de l'IPO perdent de l'argent aujourd'hui. Et idem, c'est une valeur Bitcoin. Et l'IPO s'est faite en avril. Donc, pourquoi? Qu'est-ce qui explique? Et bien évidemment, je pense que vous en rappelez, mais avril, on est là. On est là, c'est les plus hauts. Et c'est là où il y a eu l'IPO. Et le fait que Coinbase soit coté en bourse, ça avait entraîné un engouement sans précédent parce que tout le monde s'est dit, ça y est, c'est officiel. Il y a Coinbase qui est aujourd'hui coté en bourse. Ça veut dire que le régulateur, il est OK. Ça veut dire que ça va ouvrir la porte à beaucoup d'autres choses. Et puis, on a eu ce fameux ETF sur le Bitcoin avec, bien évidemment, l'approbation de la SEC. Donc, ça a été une année assez incroyable. Néanmoins, la question, elle est là. MS, pourquoi MicroStrategy ne monte pas? J'aimerais bien avoir vos questions. Moi, mon avis par rapport à ça, j'ai rien contre Michael Saylor, mais c'est pas, moi, ça me dérange pas qu'il achète ou qu'il achète pas. Ce qui me dérange, c'est le fait que ça reste une entreprise. D'accord? Qu'il y a dans cette entreprise ce que l'on appelle des actionnaires. C'est-à-dire des gens qui ont fait confiance dans un PDG. Et en fait, on a l'impression que Michael Saylor, là, il est comme un joueur de casino, c'est-à-dire que il continue, alors que son action, elle monte pas. Si sa stratégie était bonne, alors peut-être encore une fois, et on le verra en 2022. Si sa stratégie était bonne, normalement, on le verrait dans les graphes. Mais il continue d'investir alors que ça ne fait pas monter l'action
de son entreprise. Et donc, les actionnaires sont lésés. Donc, pour moi, c'est une grosse question que je me pose. Et j'avais envie de vous soumettre ma réflexion par rapport à tout ça. Le Bitcoin, à long terme, il est toujours haussier. Hein. Maintenant, on est dans cette énorme zone de range entre les 30 000 et les 69 000. Donc, on est coincé. On a cette grosse divergence baissière. Elle n'est pas encore validée, d'accord? Mais on voit bien que pour moi, le plus gros niveau, il va être aux alentours des 30 000. Alors, on a des supports intermédiaires. Ici, je vais prendre un graphique jour. On a des supports intermédiaires. Donc, ici, vous voyez bien le niveau des 30 000 qui est un énorme support. C'est un gros niveau psychologique. Ici, on voit bien que voilà le niveau des 45 000, on joue avec. On a cette bougie de contrôle. Alors, pour ceux qui avaient déjà regardé mes précédentes vidéos, c'est ce point haut, ce point bas. Et donc, tant on joue dans cette bougie, d'accord? Ça veut dire que le marché il est dans une phase de recherche, d'accord? Il est en train de consolider. Souvent, quand vous avez, ça c'est très important, quand vous avez un gros mouvement baissier, d'accord? Ce que j'appelle moi la bougie de contrôle, on a le marché ensuite qui va consolider. Et tant qu'on n'a pas cassé le point haut ou le point bas, ça veut dire qu'il n'y a pas de direction. Donc, pour le moment, sur le Bitcoin, vous le voyez ici, on a cette bougie, cette grosse bougie, d'accord? C'est une journée, hein? C'est une journée de cotation avec un plus bas à 42 500, un plus haut à 53 000. Et depuis, ici, donc le plus bas, ça a été dessiné, alors j'ai pas le jour exact, mais c'est début décembre, hein? C'est début décembre. Bah, depuis, ça fait rien. Donc, excusez-moi. Donc, pour moi, clairement, ce niveau des 42 500, ça devient le premier support important. Et le deuxième support important, c'est 30 000. Et en dessous de 30 000, ça pue. Et là, on a effectivement une situation de retournement de tendance. L'autre cas possible, c'est véritablement le Bitcoin qui casse ce niveau des 53 000, d'accord, qui est par là, qui sort de cette zone de consolidation et qui sort de cette énorme zone de consolidation en cassant les 67 000. Il y a plusieurs mois, j'avais fait une vidéo et certains se sont moqués de moi où j'avais dit le Bitcoin qui dépasse les 100 000 cette année, c'est compromis. Et bien évidemment, voilà pourquoi je l'avais dit, parce que j'avais noté cet épuisement, d'accord? Et on voit bien que pour le moment, c'est un petit peu compromis. Alors, ici, le thème de cette vidéo, donc c'est véritablement, quelles sont les perspectives pour 2022? J'en ai déjà un petit peu parlé, hein, donc l'analyse reste bonne sur un plan technique, mais là je vais rentrer un petit peu dans les détails. Alors 2021, il faut le rappeler, ça a été une année exceptionnelle. On a eu le Coinbase, on a eu l'ETF sur les cryptos, on a eu un marché haussier, on a eu les NFT. 2021 a été une année exceptionnelle pour les cryptos et on a eu un engouement sans précédent. Le Bitcoin qui a augmenté de quasiment 70% depuis le début de l'année et tout le marché des cryptos a monté. On parle d'une valorisation supérieure à 2000 milliards de dollars. Mais bien évidemment, on a de plus en plus d'appels à la régulation. La Chine a banni et à renforcer finalement, à resserrer les boulons autour des cryptos, a également émis des lois qui interdisaient aux banques d'effectuer des transactions, alors que Hong Kong, par exemple, c'est une place qui est très très dynamique pour les cryptos, mais encore une fois, la Chine a son propre agenda. Et la Chine a lancé également le yuan numérique. Donc, la Chine n'avait pas intérêt à ce que les cryptos se développent. Mais ça n'a pas empêché le marché. Alors bien évidemment, il y a eu un crack, mais ensuite le marché est reparti à la hausse parce qu'il y a eu plein d'autres bonnes nouvelles. Maintenant, on voit bien que aux États-Unis, hein, d'ailleurs, il y a pas mal de sénateurs qui demandent à Gensler de réguler les stablecoins. J'avais fait une vidéo sur le sujet et de réguler le monde des cryptos. Et on a plusieurs experts qui nous expliquent qu'en 2022, on devrait avoir un gros marché baissier sur les cryptos. Alors pourquoi cette baisse récente?
Tout d'abord, hein, il faut le dire, on a eu une hausse historique, donc il y a des gens qui veulent juste récupérer, prendre leurs bénéfices. Ensuite, il y a bien évidemment des doutes. Est-ce que la réglementation sera sévère? Est-ce que on est à la fin d'un cycle? Et puis, on a également des gens qui sont brûlés sur le Dogecoin, sur SafeMoon, sur Shiba. Hein, il faut pas l'oublier. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas gagné de l'argent sur les cryptos. Il y a eu vraiment beaucoup de gens. Vous voyez, Shiba, ici, les plus hauts. Puis là, voilà, ça perd 62%. Doge, USD, idem, hein, depuis les plus hauts en mai, ça perd 77%, etc., etc. Vous voyez, et beaucoup de gens là, c'était la folie. Là, on était vraiment dans l'euphorie, c'était une folie sans nom. Je sais pas si j'ai SafeMoon ici. Ouais. Pardon. Non. Bon. Et c'était réellement la folie. Donc, il y a beaucoup de gens qui se sont brûlés les ailes. Il y a eu beaucoup de liquidations. Maintenant, le marché a progressé dans son ensemble. Alors, j'ai parlé donc du président de Twitter, Jack Dorsey, qui a parlé du Bitcoin qui allait remplacer le dollar. Mais vous avez des gens comme Robert McCauley. Alors, vous le connaissez pas, mais c'est un prof universitaire, etc. Et lui, en fait, sur CNBC, il avait un argument qui était assez sévère. Il disait, premièrement, le Bitcoin, c'est pire qu'un Ponzi. Il y a eu également Nassim Taleb qui a eu les mêmes propos. Et donc, McCauley, il dit, OK, avec un Ponzi, on peut récupérer une partie de son argent. Mais avec le Bitcoin, non. Il dit, si le Bitcoin s'effondre, tu pourras jamais récupérer ton argent. OK? Ensuite, il dit, aucune application dans la vie réelle. Il disait, voilà, on parlait du Bitcoin comme allant remplacer les monnaies traditionnelles, le dollar en l'occurrence. Mais voilà, c'est trop lourd, trop lent, pas efficace. Donc, ça ne sera jamais une monnaie. Et enfin, il dit, et finalement, toute l'humanité perd parce que les crypto-monnaies polluent énormément et donc, ce n'est pas une bonne chose. Donc, ça, c'est son avis. Et vous avez un mec comme Anthony Pompliano qui, lui, est plus favorable aux cryptos et qui dit, en fait, on va devenir de plus en plus efficient. Il explique son point de vue, c'est quoi? C'est que la pollution, OK, mais il dit, mais toutes les activités qui produisent de la valeur polluent. Et donc, à partir de là, il dit, voilà, il faut voir quels sont les avantages qu'on tire des crypto-monnaies. Est-ce qu'elles peuvent révolutionner l'économie et considérer que la pollution fait partie du jeu? Maintenant, bien évidemment, il parle d'énergie renouvelable et il dit que, voilà. Et c'est un point de vue qui se tient également. Moi, je vous ai parlé, voilà, des innovations, mais c'est vrai que on peut le dire. Je pense que le gros aujourd'hui de la recherche, des innovations, voilà, c'est dans le monde des cryptos. Les NFT aujourd'hui, c'est un peu, alors, bien sûr, c'est le Far West, c'est du gros n'importe quoi, mais il y a des applications concrètes, réelles, dans la vie de tous les jours. Alors, bien sûr, ça échappe encore au commun des mortels, mais il y a vraiment des choses qui sont géniales. Maintenant, encore une fois, c'est juste que, voilà, il y a cette notion de réglementation, cette notion de monopole des États, de battre monnaie. Et donc, est-ce que les États vont accepter? Est-ce que les États sont aujourd'hui en train de regarder ce qui se passe, créer leur propre monnaie numérique et ensuite dire on arrête? En fait, on n'en sait rien. Mais encore une fois, le but, il n'est pas là. Le but, c'est pas de dire voilà, c'est bien, c'est pas bien. C'est bien sur un plan innovation. Ça, je le dis depuis des années. Maintenant, c'est à quel moment les États vont taper dessus ou est-ce qu'ils vont accepter, comme le Salvador, et se dire, OK, on va jouer le jeu à fond parce qu'on a intérêt à le faire ou parce que il y a du business à faire. Donc ça, encore une fois, je n'ai pas les réponses. Mais on est bien d'accord que on peut avoir des arguments d'un côté comme de l'autre. Et des arguments qui sont solides. Et ce que je dis toujours, c'est que il faut vraiment vous faire votre propre opinion. Parce que c'est pas moi ni Pierre-Paul Jacques, c'est à vous de vous faire votre propre opinion. Et
Prévision pour 2022, premièrement, crack majeur si effectivement on a une réaction concertée des dirigeants de la planète, c'est-à-dire l'Europe, les États-Unis, l'Asie, et l'ont déjà fait dans le passé, se disent « Ok, on tape aujourd'hui sur les cryptos. » Et on arrête. Alors bien évidemment, le Bitcoin pourra toujours être échangé, les gouvernements ne pourront rien, etc., etc. Je suis d'accord. Mais ça pourrait freiner les ardeurs, etc. Bon, ça c'est le cas extrême. Le deuxième cas, c'est que ça consolide, que les institutionnels se disent bon bah c'est quand même moyen, c'est pas encore bien géré, la réglementation elle va devenir plus lourde, on va dissuader les gens d'y aller, etc. Ça va devenir plus compliqué et donc ça va soit consolider, soit corriger. La troisième situation, c'est qu'on a une surprise. Soit des innovations majeures, ça continue, soit une réglementation super favorable en Europe et aux États-Unis. Et pour moi, encore une fois, sur un plan technique, c'est ça ce qui va nous le justifier. C'est le fait de casser les précédents points hauts. C'est le fait de casser le niveau des 69 000, 70 000. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on sortira de cette zone de consolidation. Et là, on aura clairement un signal très, très positif. Mais pour ça, parce que moi, je pense que les signaux, on en a. On a l'ETF, on a eu Coinbase, on a quand même beaucoup d'éléments qui auraient dû entraîner un Bitcoin vers les 100K. C'est-à-dire que on avait quand même pas mal, mais il n'est pas monté à 100K. Donc, il y a quand même cette phase d'incertitude. Donc, ça va être technique. Pour moi, ça va être de la technique, ça va être de la psychologie. Mais si on a un appui fondamental, notamment la réglementation, et donc ça dépendra de notre ami Gensler, comment Gensler va agir. Qu'est-ce qu'il va faire? S'il décide de vraiment taper fort sur les cryptos, on se retrouve dans un scénario 2 ou un scénario 1. Si il dit, et là ça va être stratégique, on a intérêt à mettre en avant les cryptos parce que la Chine est en train de taper fort sur les cryptos et nous, on est les États-Unis, on est l'économie libre et on veut prendre la main sur le marché des cryptos, ce qui est possible, ils vont. Mais il faut savoir une chose, c'est que le gros du marché des cryptos n'est pas aux États-Unis, il est en Asie. Il est en Asie. Et c'est ça ce qui est intéressant, c'est en Asie, mais c'est en Asie où il y a le plus de comment dirais-je, de réglementation et où la Chine est quand même assez sévère. Et donc là, vous voyez, hein, from Bitcoin crash to regulatory crackdowns. Donc les analystes, bah, c'est ce qu'ils disent. Ils disent, voilà, on pourrait avoir effectivement en 2022 une grosse régulation, etc. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Alors bien évidemment, j'aurai toujours des commentaires du genre, ouais, mais qu'est-ce que je fais? Bah, écoute, et je vais vous dire un truc. J'ai un business, d'accord? Je suis un chef d'entreprise, je suis investisseur, je suis trader. Et je sais une chose, c'est que quel que soit le domaine dont je vous ai parlé, l'investissement, le trading, l'immobilier, le business, il y a un facteur qui s'appelle l'incertitude. D'accord? Et ce facteur, il faut jouer avec. C'est-à-dire que, en fait, votre objectif, c'est pas de jouer avec les certitudes. Parce que sinon, vous êtes un gogol. C'est-à-dire que si vous dites, ouais, je suis sûr que, ok, très bien. Et si ça se passe pas comme ça, tu risques de le payer au prix fort. Alors, il y en a certains, ça leur réussit. Tant mieux. Mais, il faut avoir l'état d'esprit qui consiste à dire, j'ai un plan B, j'ai un plan C, j'ai un plan D, j'ai un plan E. Parce que c'est comme ça que tu vas t'adapter. Et sur les marchés financiers, et ça fera partie. Bon, je vais pas faire de pub, j'en ai déjà parlé, mais je vais lancer un bootcamp fin janvier. Ça s'appelle Tammy sur les options. Et en fait, dans les options, il y a des stratégies où tu peux gagner même si t'as pas raison sur la direction du marché. Pourquoi? Parce que en fait, tu joues sur les émotions des gens. Tu joues sur la volatilité et tu t'en fiches de savoir ce que va faire le marché. Très peu de gens le savent. Et en fait, le problème de beaucoup d'amateurs, c'est qu'ils pensent qu'il faut savoir ce que va faire le marché pour gagner de l'argent. Alors que les professionnels, ils s'en fichent. Et ça, encore une fois,
tant que vous ne l'avez pas compris, vous ferez toujours du surplace. Donc, il faut vraiment, je pense, en 2022, et je l'ai dit, 2022, ça va être une année de tous les risques. Ça va être une année de volatilité. Et ça va être une année où il faudra plus être un amateur. Donc, pour pouvoir tirer son épingle du jeu en 2022, je pense qu'il faudra être plus professionnel que jamais. Et je vous invite et je vous incite à vous former sérieusement. Merci infiniment les amis, je vous souhaite une magnifique année 2022. J'espère que 2022 sera une année énorme pour vos investissements sur un plan personnel, sur un plan professionnel. Moi, 2021, ça a été une grosse année. Je suis très content. Ça n'a pas été l'année la plus facile. Mais voilà, je suis très content parce que j'ai bien bossé cette année. Et finalement, c'est ça, il faut finir son année en se disant, waouh, j'ai bien bossé ou j'ai réalisé. On peut pas réaliser tous ces objectifs. Moi, par exemple, j'avais l'objectif j'avais plein d'objectifs et j'ai pas réalisé tous mes objectifs. Je suis loin d'avoir réalisé tous mes objectifs. Mais je sais une chose, c'est que j'ai mouillé la chemise. Je me suis battu comme pas possible cette année. J'ai fait énormément de choses. Maintenant, voilà, il faut toujours avoir ce mindset il faut toujours se hisser au meilleur niveau et c'est ce que j'ai essayé de faire cette année. Mais j'estime que cette année 2021 m'a permis vraiment de mettre en place les bases, la structure pour que 2022 soit juste énorme et j'espère que ce sera votre cas. Encore une fois, mille merci pour votre fidélité, pour vos messages, pour votre soutien. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas d'agir, gardez la pêche et à bientôt. Ciao, ciao, ciao!